Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Infrastructure, investir dans l'impact pour un avenir qui a du sens. Prune Desroches, partner chez Andera Partners. Ces infrastructures, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont totalement décorrélées des marchés financiers, décorrélées de toute crise sanitaire, et elles ont toujours comme contrepartie des contreparties qui sont publiques ou quasi publiques. C'est ce qui fait que l'investissement en infrastructure, c'est une catégorie de risque à part, parce que c'est très différent d'un investissement traditionnel. À force d'écouter les épisodes de FinScale, vous devez probablement vous être rendu compte que j'avais tout de même un intérêt fort pour les actifs alternatifs, que ce soit pour la nature des véhicules que pour les stratégies déployées dans cette classe d'actifs. Il y a une catégorie que je n'avais pas encore touchée du doigt et qui pourtant permet de financer de nombreux projets de développement, c'est celle de l'infrastructure. Apparue il y a quelques décennies, je me suis intéressée à une niche qui a le vent en poupe pour des raisons évidentes, c'est celle des développeurs d'infrastructures de la transition énergétique. Prune nous explique comment Smart Infra, le fonds d'Andera Partners, contribue au programme de transition verte de l'Europe. C'est un échange passionnant où vous allez comprendre ce qu'implique la mise en œuvre d'un fonds à impact dans cette classe d'actifs et comment Prune et son associé, partis au départ dans la création de leur société de gestion, se sont finalement associés au gérant Andera Partners. C'est un beau récit d'entrepreneur dans la gestion d'actifs alternatifs couplé à un sens fort de l'impact. C'est une belle opportunité de découvrir cet investissement. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Prune. Bonjour Solène. Merci de me rejoindre, pas pour déjeuner, mais à l'heure du déjeuner pour qu'on enregistre cet épisode. Je suis ravie de t'avoir. Moi aussi. Et j'aimerais dire à notre audience quand même que tu es sympa parce que tu es sur un deal en ce moment, tu as vraiment 15 000 autres choses à faire et tu es quand même venu pendant 1 heure pour passer du temps avec moi. Donc je te remercie beaucoup pour ça. Ça me fait très plaisir. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter à notre audience ? Bien sûr, je suis Prune Desroches et je suis associée dans l'équipe infrastructure d'Andera Partners. Andera, c'est une société de gestion de private equity qui a 25 ans. Je peux en profiter maintenant pour te la présenter ou tu veux que je fasse non, parle d'abord de toi, d'où tu viens. De moi, d'accord. Eh bien moi, je suis un pur produit de l'infrastructure. Je fais ça depuis un peu moins de 20 ans. J'ai commencé à Londres en fusion-acquisition chez Royal Bank of Canada dans une équipe dédiée à l'infrastructure de l'énergie, des utilities. J'ai fait mes classes là-bas où j'ai passé beaucoup de nuits au bureau à apprendre à faire des modèles, négocier des contrats et co. Et puis ensuite, je suis rentrée en France pour rejoindre une start-up qui venait de se créer et qui développait des projets photovoltaïques. C'était le tout début du marché du photovoltaïque. C'était quelle start-up ? C'est Canopy. D'accord. Ça s'appelle Canopy. Le métier de Canopy, c'est de trouver du foncier ou trouver des toitures et installer du solaire dessus. Ensuite, ça produit de l'énergie que vous vendez à EDF. Et puis, pour les propriétaires du foncier ou de la toiture, ça permet de valoriser un peu, d'avoir des loyers supplémentaires. Top, super. Et tu as fait ça et après, tu es partie chez Andera ? Et ensuite, non, j'ai fait d'autres choses. Ensuite, je suis partie chez une société qui s'appelle Greensolver, qui est un conseil technique pour le compte des fonds d'infrastructure qui investissent dans les énergies renouvelables. Okay. Moi, chez Greensolver, je m'occupais de faire grossir Greensolver avec son fondateur. Et faire grossir Greensolver, ça passait par de la croissance externe, de la croissance organique, l'ajout de nouveaux services, donc services financiers. Là, j'étais côté conseil. Et ensuite, j'ai été côté fonds, parce que j'ai été recrutée par un de nos clients qui s'appelle Demeter. J'ai été recrutée pour gérer un fonds dédié à la mobilité propre en France. Okay. Ça, c'était une initiative de Ségolène Royal, un fonds financé par les sociétés concessionnaires autoroutes et qui avait une mission, c'était contribuer au verdissement des transports en France. Voilà, j'étais dans l'équipe qui a été recrutée pour le déployer et j'ai rejoint Andera en 2020 avec un associé pour monter l'activité infrastructure avec une particularité, c'est qu'en fait, nous, on avait commencé tous les deux. C'est-à-dire qu'on avait envie de monter un fonds qui était dédié aux développeurs d'infrastructures. Et donc, on avait créé une société de gestion pour gérer ce fonds. Une société qui s'appelle Zest Capital. Et puis, on a passé tout le Covid à obtenir l'agrément AMF, finaliser la stratégie, trouver les premiers LP, les premiers investisseurs.
Puis fin 2020, on a fait la connaissance d'Ondera qui nous a dit hop, attendez, plutôt que de lancer ça tout seul, nous on n'a pas d'infrastructure, on fait ça ensemble. Génial. Donc on les a rejoints. Prune, si on revient juste 2 minutes sur le fait que vous avez lancé votre propre société de gestion hyper entrepreneuriale, un petit peu foufou quand même dans l'esprit, parce que quand on voit ce que ça nécessite comme infrastructure, les fonds qu'il faut, etc., c'était un petit peu tête brûlée. Est-ce que tu pourrais juste faire un petit zoom sur cette période de ta vie ? En fait, c'était complètement tête brûlée. Tu as raison, on est parti début 2020 en se disant... donc moi, je suis avec un associé qui a vendu sa société. Moi, j'ai quitté la mienne et on avait une idée qu'on voulait mettre en place d'un fonds d'investissement. Et on s'est dit, on va monter une société de gestion pour le lever, mais sans trop se poser de questions. Et on croisait des gens qui nous disaient, mais vous êtes complètement malade, personne ne fait ça. Et on se dit, pourquoi pas ? On l'a fait en fait en 2020, on a passé un an, on a obtenu notre agrément AMF, on a fait la connaissance de notre agent de placement qui, malgré la nouvelle société de gestion, malgré le First Time Fund, nous a dit moi je vous accompagne parce que je crois en l'équipe et en la stratégie. Super ça. On a trouvé notre premier investisseur qui nous a apporté les 30 premiers millions d'euros. Et puis, les bureaux étaient loués. Les bureaux, figure-toi qu'on avait trouvé des bureaux. Si, c'est vrai. Génial. Qui étaient sur l'étage du dessus de notre lever, tu vois, chez Hexagone. Et puis, en fait, on a été poussé un peu dans les bras d'Ondera parce que par plusieurs de nos amis qui disaient vous devriez quand même rencontrer telle boîte. Ils cherchent à développer une activité infrastructure. Au pire, vous avez perdu 1 heure, rencontrez-vous. Et en fait, on les a rencontrés, on les a bien aimés, on s'est bien entendus. C'est vrai qu'ils cherchaient à monter une activité infrastructure et donc ils nous ont assez vite proposé de les rejoindre pour le faire chez eux. Et puis en fait, on s'est dit qu'on allait gagner beaucoup de temps. Et surtout, vous épargnez beaucoup de contraintes. Vous épargnez beaucoup et vous de défocussez contraintes. Finalement. En fait, c'est ça. On aurait fait que ça. On aurait fait que de la gestion de société de gestion plutôt que de se concentrer sur le fond. On aurait eu beaucoup plus de difficultés à lever, alors que là, ça a été finalement assez facile. Enfin, dans un marché qui a l'air en plus assez compliqué. Nous, sur notre stratégie, ça l'a pas été. Donc, on est très content d'avoir fait ce choix de rejoindre cette plateforme qui fait partie des belles maisons de notre métier, quoi. Alors comme je te disais, avant qu'on enregistre, je suis très heureuse de parler d'infrastructure. Ça fait partie des classes d'actifs dans les investissements alternatifs que j'aime bien et que j'ai pas du tout traité, parce que j'ai traité énormément d'autres classes dans les alternatifs, mais pas l'infra. Avant qu'on parle de ce que vous faites chez Ondera Capital, j'aurais aimé que tu nous parles un petit peu de cette classe d'actifs qui est vraiment un peu à part. Ouais. Peut-être en commençant par le cycle d'investissement et le type de projets qui sont financés. En fait, l'infrastructure, c'est quoi ? Parce qu'on voit tous à peu près ce que c'est, mais investir en infrastructure, concrètement, c'est quoi ? L'infra, c'est quand on investit dans un actif réel qui répond à un besoin essentiel. Le besoin essentiel, c'est se chauffer, s'éclairer, se déplacer, utiliser de l'eau, aller à l'école, aller en prison, aller à la mairie. Enfin, ça, c'est les infrastructures. Donc, on a les infrastructures énergétiques, les infrastructures de transport, les social infrastructures, donc tout ce qui est mairie, prison et éco. Ces infrastructures, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont totalement décorrélées des marchés financiers, décorrélées de toute crise sanitaire, et elles ont toujours comme contrepartie des contreparties qui sont publiques ou quasi publiques. C'est ce qui fait que l'investissement en infrastructure, c'est une catégorie de risque à part, parce que c'est très différent d'un investissement traditionnel. Donc, qu'est-ce qu'on finance concrètement quand on investit en infrastructure ? Ça dépend beaucoup des acteurs. Les très gros, ils vont aller financer les grosses infrastructures qui sont l'équivalent de nos infrastructures d'après-guerre. Et c'est là-dedans qu'on va retrouver un peu tous les réseaux ferrés, les aéroports, les grosses infrastructures vraiment de transport, les grosses infrastructures de télécom, tous les câbles sous-marins, tous les tours télécom à une époque, ils ont beaucoup fait ça, nos gros fonds d'infrastructure. Alors l'infrastructure, c'est un métier qui est récent. Les premiers fonds d'infrastructure, ils datent d'il y a moins de 20 ans. Donc ils sont devenus très gros, mais très vite, quoi. Voilà. Et ce qu'on voit c'est qui les gros players dans le domaine ? Et c'est quelle origine ? C'est des fonds américains ? Ouais, t'as des fonds américains, des fonds anglais. En France, les gros, on va retrouver tous les Antin Cube, qui avaient été un peu les deux premiers, Meridiam, Antin Cube. C'est un peu les trois gros auxquels je pense plus facilement, pas que, mais on a des fonds qui dépassent les 5 milliards, 10 milliards. Ouais. Donc c'est énorme. Et voilà, donc ils vont chercher, eux, généralement des tickets d'investissement qui sont toujours supérieurs à 200 millions d'euros. Ouais.
Tu vois, à chaque fois, c'est stratosphérique. Gros deals. Exactement, stratosphérique. Et puis après, tu as des plus petites infrastructures dont on fait partie, qui vont cibler en fait les infrastructures qui sont nombreuses, mais dont on a besoin aussi, selon moi, dont on a le plus besoin d'ailleurs dans les années à venir, ce sont les infrastructures énergétiques. Typiquement dans les énergies renouvelables, à part quand tu fais de l'éolien offshore, tu as plutôt des petits projets. Quand tu fais des bornes de recharge pour véhicules électriques, c'est pareil. Quand tu fais des électrolyseurs, quand tu dis petits projets, c'est des projets de quelle taille ? C'est des projets, tu as toutes les tailles, mais tu peux avoir des projets inférieurs à... Enfin, tu as des projets de quelques centaines de milliers d'euros. D'accord. Après, souvent, quand tu es un fonds, tu en agrèges plusieurs, ce qui fait que tu as des tickets d'investissement qui sont de plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais ça peut descendre bas, en fait. Tu n'as pas que des énormes fonds d'infrastructure. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gros fonds d'infrastructure qui sont de plus en plus gros, qui doivent déployer des tickets de plus en plus gros. Et en fait, il n'y a pas de plus en plus de cibles en dessous. Et donc, il y a une concurrence sur les grosses cibles qui est très importante. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on s'est positionné sur les plus petites. Parce qu'il y a un vrai besoin de marché et finalement, pas tant d'acteurs que ça. Et comment le marché est organisé ? Moi, je suis sur un marché qui est très énergie. Et sur l'énergie, c'est pas des organismes publics, en fait. La transition énergétique, c'est-à-dire les nouvelles sources d'énergie, aujourd'hui, elles sont beaucoup générées par des acteurs privés. Et d'ailleurs, elles sont beaucoup générées par des PME. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a besoin de fonds. C'est que les PME, quand elles sont les bons développeurs, celles qui génèrent beaucoup de projets, ils ont besoin de beaucoup de fonds, parce que c'est très capex intensive. Et donc, c'est pour ça que nous, on a un rôle sur ce marché qui est très important. C'est qu'on est là pour accompagner ces PME, qui ne sont pas des grosses sociétés, par définition, mais à déployer beaucoup de capex. Et comment est-ce que le cycle d'investissement se fait pour ces sociétés-là ? Est-ce qu'elles passent d'abord, ou alors c'est un mélange entre du crédit bancaire, des investissements de la part de fonds d'investissement comme le vôtre ? Comment tout ça s'organise ? Et est-ce qu'il y a des acteurs qui orchestrent en fait ces financements ? Qui organise ces financements ? Est-ce que c'est la banque qui va prendre par la main le dirigeant de cette PME pour aller chercher des investisseurs ? Non, je pense pas qu'il y ait d'acteurs qui orchestrent. Aujourd'hui, comment ça marche ? Tu as toujours une PME qui est le développeur. Le développeur, c'est un peu comme la foncière, tu vois, en infrastructure. Et puis ensuite, le développeur, il va avoir des actifs en dessous. Les sources de financement, pour lui, ça va être de la dette, le plus possible au niveau des actifs. C'est ce qu'on appelle de la dette sans recours. Tu me dis si tu veux que je développe ces trucs. C'est très clair, ouais. Donc la dette sans recours, ça veut dire qu'on va mettre de la dette sur les actifs, mais que si jamais un actif fait défaut, ça ne va pas se répandre sur les autres. Ça limite le risque à ta société. Et donc on met de la dette sans recours sur chacun de ces actifs. Ensuite, on peut mettre en plus une autre couche de dette, soit au niveau de l'actif, soit au niveau d'une holding intermédiaire au-dessus, qui serait une dette mezzanine, ce qui permet d'aller chercher encore plus de dette. Et puis ensuite, tu vas chercher de l'equity. Et ton equity, tu peux aller la chercher et la mettre directement au niveau des actifs, soit tu vas la mettre au niveau du développeur lui-même. D'accord. Ce qui est, nous, notre positionnement. Après, chaque développeur le fait en fonction de sa sensibilité à la dilution, de sa volonté de rapidité de croissance, etc. D'accord. Si on se focalise plus particulièrement sur votre niche de marché, quel type d'infrastructures ont été le plus financées ces, on va dire, 2-3 dernières années ? C'est les énergies renouvelables. C'est vraiment ce qui représente le plus gros du volume dans notre secteur. C'est le financement de solaire et d'éolien. D'accord. Parce que c'est énorme. On est vraiment à un virage du marché. Il faut avoir en tête qu'on déploie du solaire en Europe depuis 15 ans. Et là, nous avons pour objectif de multiplier par 2,5 les capacités qu'on a mis 15 ans à installer, mais en 2 ans. Donc il y a un besoin de fonds qui est énorme, et c'est ça qu'on développe le plus et qu'on finance le plus. Si on se focalise plus précisément sur Andera Smart, qui est le nom du fonds... Andera Smart Infra. Voilà, Andera Smart Infra, qui est le nom du fonds que vous avez levé. Est-ce que tu pourrais justement revenir sur ce processus de levée, plus particulièrement sur la typologie d'investisseurs qui croient en vous et en votre thèse d'investissement ? C'est une bonne question, d'autant plus que la stratégie de levée, elle a évolué entre le début et la fin de la levée. Il faut, pour une stratégie comme ça, on passe 2 ans en levée. C'est un fonds qui a été réfléchi pour les institutionnels. C'est-à-dire que nous, nos premiers LPs, ce sont des acteurs publics. Donc on a le Fonds européen d'investissement qui fait partie des gros sachants et investisseurs du secteur, la Banque de France, la Caisse des dépôts, le CEA. Donc on a 4 acteurs publics. Et puis après, derrière, on a une flopée de LPs privés qui sont des mutuelles, des assureurs, des caisses régionales de banques. Ce qui a changé en milieu de levée, c'est que nous avons une personne de l'équipe Relations Investisseurs qui est venue nous voir en disant « Vous devriez ouvrir ce fonds à une clientèle de particuliers ».
ce qu'on n'avait jamais fait dans le passé, ni nous à titre individuel, ni Andera. Et là, on a développé un partenariat avec le CIC qui distribue le fonds à sa clientèle de banque privée depuis quelques mois, donc c'est tout récent. Et en fait, il y a eu beaucoup de souscriptions qui ont été générées par ce partenariat parce qu'on se rend compte qu'il y a une vraie sensibilité chez les particuliers qui veulent donner du sens à leurs investissements, ce qui est totalement logique. Et donc c'est un peu nouveau pour nous, mais ça a été un peu le virage du milieu de levée. Et comment tu te positionnes face à des investisseurs comme cela ? Donc vous, votre investisseur, c'est le CIC ? Ouais. Tu vas souscrire ? Non, c'est le client directement. D'accord. Donc nous, on leur présente le fonds exactement comme on le fait auprès d'institutionnels, en essayant d'éviter un peu le jargon, parce qu'on a des gens qui investissent pour la première fois en private equity, donc il faut déjà leur expliquer ce que c'est que le private equity, comment ça marche, comment est-ce qu'on appelle des fonds, comment est-ce qu'on rend les fonds, quels risques on prend. Qu'est-ce que c'est du carried interest ? Comment est-ce qu'on aligne les équipes, les intérêts de l'équipe avec les leurs ? Mais finalement, on a face à nous des gens qui sont souvent assez sachants sur le plan sectoriel. Donc c'est des gens qui s'intéressent à la transition énergétique et qui ont quelques notions. Et c'est vachement intéressant. Et quelle est la taille du ticket pour entrer en tant qu'investisseur individuel ? Quand on est un client CIC, c'est 250 000 €. Ah, quand même. Oui, c'est pas des petits épargnants. Non, c'est pas des petits épargnants. D'abord, il faudrait avoir un agrément particulier pour. Oui, justement, j'allais te dire. Et c'est pas ce qu'on fait nous. D'accord. Okay. Peut-être qu'on le fera un jour, mais pas encore. Et c'est hyper enrichissant d'avoir justement des personnes physiques en face de toi qui ont mis justement leur propre argent dans votre fonds par rapport à des institutionnels qui représentent un établissement. En fait, c'est très enrichissant et surtout, ça rend notre responsabilité encore plus forte. J'imagine. Parce que c'est pas la même chose de se dire on doit faire fructifier l'épargne de gens plutôt que l'argent public, quoi. Enfin, donc oui, c'est très intéressant. Et alors, très intéressant parce que le fonds est un fonds article 9. Oui. Comment est-ce que tu parviens, alors c'est un peu toujours la question que je pose, mais à réconcilier ce cahier des charges qui est quand même de rendre plus que l'investissement de départ à la personne ou l'institution qui a investi dans ton fonds, en ayant en tête toutes les contraintes qui incombent à des gérants d'un fonds article 9 ? En fait, quelque part, nous, l'article 9, ça ne nous a pas ajouté de contraintes. Parce qu'un fonds article 9, c'est un fonds qui doit investir dans des activités qui sont intrinsèquement durables. Et nous, quand on a choisi de se marketer comme article 9, on savait déjà qu'on n'investirait que dans la transition énergétique. Donc on est fondamentalement un fonds article 9, même avant de s'appeler article 9. Ce qui nous ajoute beaucoup de contraintes, c'est le fait qu'on se présente aussi comme un fonds à impact. Et ça, la différence, je peux peut-être passer 2 secondes pour redéfinir un fonds impact, mais un fonds impact, c'est un fonds qui répond à 3 critères. C'est un fonds, déjà, qui va chercher un impact environnemental ou social, en plus d'aller chercher la performance financière, donc il y a cette double quête. La deuxième chose, c'est un fonds dans lequel il y a une action qui est menée. C'est-à-dire qu'un fonds RSE, il y a un reporting qui est mis en place, mais un fonds impact, on va vraiment avoir une feuille de route impact pour verdir les sociétés dans lesquelles on a investi. Enfin, nous, c'est verdir parce que c'est environnemental, mais on va vraiment mettre en place des actions. Ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, c'est qu'il faut que l'impact qu'on va chercher soit mesurable, mesuré par une société extérieure et qui fasse l'objet d'un reporting à nos investisseurs. Et à ces 3 critères, nous en avons rajouté un 4e. D'ailleurs, on n'est pas du tout la seule société de gestion à le faire, mais il est important parce qu'il crédibilise les 3 premiers critères. C'est que l'équipe a mis une partie de son carry d'interest conditionnée à l'atteinte d'un certain nombre d'indicateurs d'impact. Ok. Ça, pour le coup... Tu mouilles ta chemise, là. Là, tu mouilles ta chemise. Et puis, mais alors... Tu mouilles ta chemise, ça dépend si tu mets des critères d'impact qui sont faciles à atteindre ou pas. Ouais. Nous, on met des critères d'impact qui sont vraiment pas du tout faciles à atteindre. Et d'ailleurs, au bout d'1 an et demi, on se rend compte qu'il y en a très peu aujourd'hui qui sont atteints parce que c'est souvent très chronophage, voire coûteux. Et donc, il faut aller les chercher. Ça ajoute beaucoup de contraintes, cette partie-là. Et alors, vous avez été intégré à Andera. Est-ce que tu pourrais juste revenir sur Andera, le groupe, et est-ce que c'est un groupe qui ne fait que de l'impact ou qui va finalement avoir des classes actives gérées de manière plus traditionnelle, donc sans focus impact ? Alors, Andera, c'est l'ancien Edrip, Edmond Rothschild Investment Partners, qui a fait un spin-off de la banque et qui est devenue indépendante totalement en 2018 et qui s'est rebaptisé Andera à ce moment-là. Donc Andera, ça a 25 ans, 4 milliards sous gestion, une centaine de personnes, donc c'est un assez gros bébé.
Et Andera repose sur 6 équipes qui chacune a sa spécialité. Donc il y a les équipes de sciences de la vie, les équipes de mid-cap qui investissent dans des grosses PME ETI, les équipes de small-cap qui sont généralistes comme mid-cap d'ailleurs, mais sur des plus petites sociétés, les équipes de mezzanine, Actomeds, une équipe qui fait que du co-invest et nous ne faisons que de l'infrastructure. D'accord. Et dans l'infrastructure, on ne fait que de la transition énergétique et que de l'impact. Aujourd'hui, on est la seule équipe qui fait de l'impact. On est la seule équipe en tout cas, on a été la première à avoir un fonds à impact. Les autres équipes ont des fonds, ce qu'on appelle article 8. Ouais. Donc c'est quand même sur la même philosophie, c'est un bon pas et c'est la même trajectoire. Est-ce que demain, tous nos fonds seront à impact ? Franchement, je ne sais pas le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vers là que se tourne le sens de l'histoire. Ouais. Et est-ce que vous évangélisez un petit peu en interne ? Et tout le knowledge que vous avez Je ne sais pas si on évangélise, mais en tout cas, on a une équipe ESG très, très importante chez Andera qui centralise les informations, qui nous accompagne beaucoup sur notre stratégie impact. Et elle, je pense qu'elle évangélise pas mal. D'accord. Alors, ce serait intéressant que tu reviennes sur certaines des entreprises dans lesquelles vous avez investi et que tu nous expliques les raisons qui ont fait que vous investissiez, ce que vous recherchez vraiment particulièrement dans l'investissement, mais aussi comment vous accompagnez ces boîtes et comment vous les aidez à se verdir, comme tu le disais. Ouais. Aujourd'hui, nous, on a fait 6 opérations. Il y en a une qu'on est en train de signer, là, d'ailleurs, pendant cette interview. Ce matin. Et donc, on a investi dans une société, je peux dire les 6, parce que 6, c'est pas beaucoup, mais une société qui s'appelle Wateco, qui fait du solaire photovoltaïque, société historique de notre secteur. Une société qui produit de l'hydrogène vert, qui s'appelle Life, qui est basée à Nantes. Une société qui produit de la chaleur renouvelable, qui s'appelle Kyotherm, basée à Paris. Nous avons investi chez Covoltis qui produit des bornes de recharge pour véhicules électriques et qui derrière a 2 business models. Soit ils vous vendent la borne et l'abonnement qui va avec, soit ils gardent la borne et ils vendent l'énergie à l'utilisateur final. Nous avons aussi investi dans une société qui s'appelle Terra, qui est une société que nous avons créée. Alors ça, c'est un peu une particularité de notre stratégie, c'est-à-dire que plutôt que d'investir dans des développeurs, on a créé comme un développeur, on appelle ça une plateforme en infrastructure, qui elle-même va développer des projets de zéro ou acquérir des projets en cours de dev par un certain nombre de partenariats mis en place avec des acteurs qui maillent le territoire. Et l'objectif de Terra, c'est d'avoir 1 gigawatt opérationnel d'ici à 2028. C'est une sorte d'incubateur alors ? C'est pas un incubateur, c'est vraiment une plateforme, c'est-à-dire que c'est une société qui a vocation à détenir le plus d'actifs possible. D'accord. Et à sa tête, il y a 5 personnes. Et ces 5 personnes, elles regroupent les compétences financières, commerciales et de développement. Donc elles doivent trouver les actifs et elles ne peuvent pas le faire tout seules parce qu'on ne fait pas 1 gigawatt à 5. Et donc elles développent des partenariats avec des bureaux d'études ou des développeurs qui sont implantés un peu partout sur le territoire et qui vont leur apporter ces actifs-là. Top, donc ça c'est les 6. Tu les as tous cités ? Ça c'est les 5. Ouais, et donc là, on vient de signer avec une société qui s'appelle MyLight 150, qui cible le marché du particulier là. Et donc MyLight, finalement, ils vous apportent, des panneaux solaires pour produire de l'énergie, pour votre autoconsommation, un système de stockage virtuel. C'est-à-dire que quand vous produisez de l'énergie en août alors que vous êtes en vacances de l'autre côté de la France, donc vous n'êtes pas là, où que vous soyez, vous n'êtes pas là, vous pouvez l'utiliser après quand vous revenez en septembre. Ils vous fournissent aussi la pompe à chaleur, la borne de recharge pour véhicules électriques et puis l'appli qui vous permet de piloter tout ça. Top. Pour aller chercher un peu plus d'efficacité énergétique. Belle invest. Donc, très belle société. Tu peux le dire ? Ticket, alors est-ce que je peux dire, de plusieurs dizaines de millions d'euros. Voilà, un beau ticket. D'accord. Un beau ticket pour une belle société qui est très prometteuse. Et alors, au sujet du verdissement, on peut dire ça ? Du verdissement des sociétés, ça consiste en quoi ? Alors, ça peut consister en à peu près tout. Comment ça fonctionne ? En fait, quand on fait l'audit d'une société, on fait appel à une boîte qui s'appelle Advention, qui est notre conseil impact. Advention, ils vont regarder comment fonctionne la société. C'est-à-dire, comment est-ce qu'elle source ses équipements ? Comment est-ce qu'elle choisit ses fournisseurs ? Comment elle se chauffe ? Comment elle se déplace ? Comment est-ce qu'elle recycle ses équipements, etc. Elle va même regarder comment elle manage ses équipes. Et derrière, elle va faire un certain nombre de recommandations. Les recommandations, ça peut être tel équipement est fabriqué en Chine, vous pourriez rapatrier la production. Ou bien, vous n'avez aucun critère de sélection de vos fournisseurs ni de vos équipements. Donc, vous pourriez, sur le plan environnemental, avoir des critères affichés.
ou bien, si je prends l'exemple de Life, Life a une note Etifinance, donc, qui donne une notation un peu à tout ce mode de fonctionnement justement, qui aujourd'hui est dans la catégorie Good. Est-ce que Life, vous pourriez essayer de passer dans la catégorie Excellent dans les 2 prochaines années? En fait, donc ça, c'est un audit et ils accompagnent après ou pas? Alors oui et non. C'est-à-dire qu'ils donnent des objectifs chiffrés avec un horizon de temps pour les atteindre. Et ensuite, ça, c'est nous qui le suivons parce qu'on a une équipe d'asset management qui est là pour accompagner les sociétés une fois qu'elles sont entrées dans le portefeuille. Et donc, ils vont les aider à aller chercher ces indicateurs, à obtenir des résultats. En revanche, Advention revient après, le jour où on sort de la société, ils refont un audit pour vérifier qu'on a bien fait notre travail ou pas. En fait, ils fonctionnent un peu comme un prof, quoi. Ils nous donnent un devoir à faire et quelques années plus tard, ils reviennent pour voir si on a bien fait nos devoirs. Et ça peut impacter la valo, ça, j'imagine. Ça peut impacter la valo. Alors, ça peut, en effet. On ne sait pas trop dire à quel point ça peut... En fait, ce qu'on ne sait pas dire, c'est est-ce que ça aura une valeur positive quand on a atteint tous les indicateurs ? Probablement, mais on ne sait pas du tout la quantifier. Ce qu'on se dit néanmoins, c'est que toutes les sociétés, dans 10 ans, toutes les sociétés qui n'auront pas eu une forme de rigueur dans le suivi des critères environnementaux et sociaux pourraient avoir, eux, en revanche, une décote à la sortie, quoi. Donc, en effet, il va falloir commencer à... Il faut aujourd'hui être un peu rigoureux sur ces aspects-là, et c'est ce qu'on encourage. Et est-ce que vous mettez ces objectifs dans les term sheets ? Oui. Ouais. On a un contrat signé avec notre entrepreneur dès le début pour qu'il partage ces objectifs-là. Souvent, ça figure au pacte et ça peut même figurer dans le package de l'entrepreneur. Donc, il peut souvent avoir un bonus le jour où il atteint les indicateurs. En termes de rentabilité, performance sur des actifs comme ça, c'est des actifs qu'on garde combien de temps en portefeuille et quelle perf on peut attendre en tant qu'investisseur ? Si je parle vraiment de nous, notre stratégie, nous, on ne rentre vraiment pas dans les actifs, mais dans les sociétés. Ouais. Et donc, on est en une stratégie qui est quasi du private equity dans le monde de l'infrastructure. Ouais. Donc, nous, on reste dans les sociétés dans des alentours de 7 ans, quoi. C'est un peu ça l'objectif. Et on va chercher des rentabilités qui sont situées entre 15 et 20%. Plutôt entre 17 et 25% même. D'accord. C'est ça l'objectif. Okay. Après, quand on rentre au niveau des actifs, qui est plutôt une question générale pour le monde de l'infrastructure, on a des fonds qui peuvent rester parfois les plus courts 10 ans, mais ils sont rares, les plus longs 30 ans, voire evergreen. Ouais. Et ça a beaucoup de sens, puisqu'en fait, un actif, ces actifs-là, ils ont des durées de vie de 30-40 ans. Après, on peut faire du repowering, du rétrofit, on peut les faire durer pendant des siècles. Donc, des siècles, j'exagère, mais quasi. Et en termes d'évolution sur ce marché des infrastructures intelligentes, qu'est-ce que vous voyez se profiler et quelles sont les différentes tendances qui vous intéressent pour 2024 ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, quand on a commencé à travailler dans l'infrastructure, on faisait des grosses infras quasi d'après-guerre, comme on disait au début. Et aujourd'hui, on se rend compte que les investissements qu'on fait, c'est dans des bornes de recharge qui sont des tout petits actifs totalement éparpillés, digitalisés, qui ont des business models qui évoluent en cours de vie, qui parfois sont connectés à du solaire, voire derrière, il peut y avoir aussi de l'hydrogène. Et donc, on se rend compte que la typologie des infrastructures dans lesquelles on investit depuis 15 ans évolue beaucoup, quoi. Ouais. Ça a quoi comme conséquence ? C'est un autre métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos actifs d'infrastructure, il faut être beaucoup plus agile que quand vous investissez dans des viaducs, des autoroutes et des réseaux ferrés, quoi. Aujourd'hui, il faut repenser nos business models, il faut les combiner, nos infrastructures, il faut avoir un asset management beaucoup plus actif, quoi. D'accord. Écoute, c'était hyper intéressant, Prune. Pour conclure, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous recommander un ouvrage ou un podcast, quelque chose qui t'anime en ce moment ? Écoute, je suis en train de lire Le Mage du Kremlin, qui est très bien. Je ne suis pas encore arrivée au bout, mais j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, c'est top et je passe un très bon moment. Donc, je te le recommande. Merci, je ne l'ai pas lu. Merci, Prune. C'était top de faire cette petite pause pendant ton deal. À bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.